Cette semaine, les classiques. Bonjour. Les grands écrivains aiment-ils les comédiennes et les comédiens? Ont-ils le talent pour leur donner des conseils techniques et de métier afin qu'ils apprennent à déclamer les vers tragiques? Il faut du métier pour lire à haute voix, sans aller à bride abattue tout en donnant à ses tirades le rythme nécessaire. Mais comment conseiller les comédiens, les comédiennes, sans les heurter? Voltaire avait sa manière. Marmontel, ami de Voltaire, ennemi de Rousseau, la sienne. Et Madame Simone avait également son truc en 1958 sur la chaîne nationale dans sa série L'art du comédien. Elle rappelait à la jeune actrice venue lui lire 2 lettres de Voltaire et une de Marmontel qu'il faut toujours envelopper ses observations dans du miel, toujours dire au comédien « c'est parfait ». Maintenant, nous allons encore améliorer. Mademoiselle Clairon a-t-elle répondu à Voltaire? Cela est une autre histoire. Leçon d'interprétation pour le XVIIIe et pour le XXe siècle, et qui sait pour aujourd'hui. L'art du comédien, 2 lettres à Mademoiselle Clairon par Madame Simone, première diffusion sur la chaîne nationale le 8 avril 1958. La radiodiffusion française vous prie d'écouter une émission de Madame Simone, L'art du comédien, propos et pratiques. Cette nouvelle série est spécialement consacrée à la lecture à haute voix. Aujourd'hui, Claude Morand dit 2 lettres de Voltaire à Mademoiselle Clairon et 1 page de Marmontel. Mise en onde, Georges Godebert. Alors aujourd'hui, nous allons entendre Mademoiselle Claude Morand nous lire 2 lettres de Voltaire à Mademoiselle Clairon et ajouter d'ailleurs 1 page de Marmontel à ces 2 lettres qui sont comme une sorte de réponse aux 2 lettres de Voltaire. Je tiens à dire, avant que cette émission ne commence, que le choix parfait, excellent des textes revient uniquement au goût de mes élèves. Je n'y suis pour rien. Alors, Mademoiselle Claude Morand, voulez-vous nous lire ces lettres? Elles sont d'autant plus amusantes, à mon avis, qu'elles portent sur l'art du comédien. Oui, madame. Alors, lisez-nous ça. À Mademoiselle Clairon, janvier 1750. On a un peu forcé nature pour mériter les bontés de Mademoiselle Clairon. Ah, je vous arrête tout de suite un petit peu plus lentement. Bien, madame. On a un peu forcé nature pour mériter les bontés de Mademoiselle Clairon. Et cela est bien juste. Elle trouvera dans son rôle plusieurs changements. On a fait d'ailleurs un 5e acte tout nouveau. Il est copié et porté sur les rôles. Mademoiselle Clairon est suppliée de vouloir bien se trouver demain au foyer. Elle sera le soutien d'Oreste, si Oreste peut se soutenir. Madame Denis lui fait les plus tendres compliments, et Voltaire est à ses pieds. Il lui demande pardon, à genoux, des insolences dont il a chargé son rôle. Il est si docile qu'il se flatte que des talents supérieurs aux siens ne dédaigneront pas à leur tour les observations que son admiration pour Mademoiselle Clairon lui a arrachées. Enfin, remarquez, Les moins avec quelle attachés- gentillesse les auteurs parlent toujours aux comédiennes, c'est absolument merveilleux. Il est moins attaché à sa propre gloire, si gloire il y a, qu'à celle de Mademoiselle Clairon. Quelle politesse. Et quelle hypocrisie. En général, je suis persuadée que si la pièce peut réussir chez les Français, toute grecque qu'elle est, votre rôle vous fera un honneur infini et forcera la cour à vous rendre toute la justice que vous méritez. Monsieur le maréchal de Richelieu dit que vous avez joué supérieurement et que jamais actrice ne lui a fait plus d'impression. Mais il trouve aussi que vous avez un peu trop mis d'adagio. Il ne faut pas aller à bride abattue, mais toute tirade demande à être un peu pressée.
C'est un point essentiel. Il y en a deux qui exigent une espèce de déclamation qui n'appartient qu'à vous et qu'aucune actrice ne pourrait imiter. Ces deux couplets demandent que la voix se déploie d'une manière pompeuse et terrible, s'élevant par degrés et finissant par des éclats qui portent l'horreur dans l'âme. Tout le sublime de la déclaration dans ces deux morceaux, les passages que vous faites si admirablement dans les autres, de l'accablement de la douleur à l'emportement de la vengeance. Ici, du débit, là, les mouvements entrecoupés de curiosité, d'espérance, de Attention, crainte. un petit peu plus lentement, car c'est tout de même assez difficile. Il faut bien suivre, n'est-ce pas? Et vous remarquerez, comme il lui fait passer des observations, comme il enrobe la pilule dans le miel. Oui. C'est très bien, c'est toujours comme ça qu'il faut faire. Il faut toujours dire aux comédiens, c'est parfait. Maintenant, nous allons encore améliorer. Ici, du débit, là, les mouvements entrecoupés de curiosité, d'espérance, de crainte, les reproches. Alors, un petit peu d'air entre les différentes choses, là, n'est-ce pas? Sans ça, c'est bien, votre ton est très bon, c'est un vrai ton de lecture, vous l'avez attrapé du premier coup. Ici, du débit, là, les mouvements entrecoupés de curiosité, d'espérance, de crainte, les reproches, les sanglots, l'abandonnement du désespoir, et ce désespoir même, tantôt tendre, tantôt terrible. Voilà ce que vous mettez dans votre rôle. Mais surtout, je vous demande de ne le jamais ralentir en vous appesantissant trop sur une prononciation qui en est plus majestueuse, mais qui cesse d'être touchante, et qui est un secret sûr pour sécher les larmes. Pour le coup, voilà mon dernier mot, mais ce ne sera pas la dernière de mes actions de grâce. C'est parfait, c'est ravissant. Eh bien, on voit très bien, elle était emphatique. Voilà ce qui ressort de la lettre, n'est-ce pas? C'est bien, vous avez bien lu, vous avez bien adopté tout de suite le ton de la lecture, voyez-vous, qui est un ton, malgré tout, assez uniforme. Oui. Tout se détache sur un fond qui doit être uni. Non pas uniforme, mais uni, avec les quelques mots essentiels qui doivent ressortir. Alors, vous avez pris des temps, comme je vous ai demandé, dans cette énumération, des sentiments qui lui demandent d'exprimer. Ils étaient imperceptiblement trop longs et nuisaient à cet ensemble que vous avez très bien trouvé, que vous avez tout de suite réussi à imposer au début de votre lecture. Alors, voyons la seconde lettre. À Mademoiselle Clairon, 24 septembre 1760, c'est-à-dire 10 ans après. Oh, voilà qui est intéressant. Est-ce qu'il est toujours aussi poli? Oui, toujours. Quoiqu'elle ait 10 ans de plus, c'est merveilleux, quel homme bien élevé. Voilà ce que c'est que de n'être point à Paris. On ne s'entend point. Surtout faites les liaisons, je vous en supplie. Voilà ce que c'est que de n'être point à Paris. On ne s'entend point, on joue aux propos interrompus. Je reçois un paquet de Monsieur d'Argental avec Tancrède. Je joue Tancrède ce soir. Sachez, divine Melpomène, que je fais pleurer dans le rôle du bonhomme. Il faut un vieillard vert, chaud, à moitié... Il faut un vieillard vert, chaud, à voix à moitié douce, moitié rauque, attendrissante, tremblotante. Divine Melpomène, je vous conjure par les lois immuables du goût, immuables... Non, recommencez, ça arrive à tout le monde, mais bien sûr, pensez donc si on ne se trompait jamais. On serait des robots. Et encore, je crois qu'ils se trompent. Je joue Tancrède ce soir. Sachez, divine Melpomène, que je fais pleurer dans le rôle du bonhomme. Alors là, voyez-vous, il y a tout de même une part d'ironie, de comique. Alors, je veux sentir ça. Il ne le dit pas sérieusement, il veut l'amuser avec ça. Alors, je veux sentir ça. Je joue Tancrède ce soir. Je joue Tancrède ce soir. Et sachez que je fais pleurer dans le rôle du bonhomme. Il faut quelqu'un de vert, de chaud. Je joue Tancrède ce soir. Sachez, divine Melpomène, que je fais pleurer dans le rôle du bonhomme. Il faut un vieillard vert, chaud, à voix à moitié douce. C'est un petit peu trop sincère, enfin, comment dirais-je. On ne sent pas assez tout de même qu'il joue. Ah, il faut qu'on sente le jeu. L'homme qui s'amuse de ce qu'il écrit, la manière dont vous le lisez, ça a l'air presque sérieux, presque convaincu. Introduisez la d'ironie qu'il faut, la gaieté. Je joue Tancrède ce soir. Sachez, divine Melpomène, que je fais pleurer dans le rôle du bonhomme. Il faut un vieillard vert, chaud, à voix moitié douce, moitié rauque, attendrissante, tremblotante. Voilà. Divine Melpomène, je vous conjure, par les lois immuables du goût, de ne point sortir du théâtre au second acte comme une muette qu'on va pendre. Faites-moi l'amitié, je vous en supplie, de réciter le monologue ci-joint.
Il est favorable à la déclamation. Il nous tire ici des larmes. Comment ne subjuguerez-vous pas tout le monde en prêtant à ce morceau la force et le pathétique qui lui manquent? J'aurais plus de choses à vous dire que je n'ai fait de mauvais vers en ma vie. Mais je plante des arbres ce matin et je joue argir ce soir. 2 heures de conversation avec vous me feraient grand bien. Il est juste que les grands hommes honorent la capitale. Alors, là, un autre temps. Oui, ça c'est tout à fait. N'est-ce pas, un autre temps. 2 heures de Le conversation. fait qu'il l'appelle Divine Melpomène me donne à penser qu'entre les 10 ans, évidemment, mademoiselle Clairon avait 10 ans de plus, mais probablement une réputation accrue. Bien sûr. Car nous en sommes à Divine Melpomène, ce qui n'est pas rien. 2 heures de conversation avec vous me feraient Ah, grand 2 bien. heures, c'est un soupir. 2 heures de conversation avec vous me ferait grand bien. 2 heures de conversation avec vous me feraient grand bien. Il est juste que les grands hommes honorent la capitale et que je sois dans les Alpes. Envoyez-moi dans un billet une larme ou deux des 100 000 que vous faites répandre. Oh, c'est ravissant. C'est ravissant. C'est très, très, très bien. C'est bien. Voyez-vous, là, pour cette lettre-là, faites bien attention à ce que je vous ai dit là, c'est-à-dire tout de même qu'on sent le moment où l'ironie intervient, où il joue du fait d'avoir à jouer. Bien. Alors maintenant, nous entendons la page de Marmontel. Et la page de Marmontel a trait, vous me disiez, à ces 2 lettres. C'est-à-dire qu'elle semble effectivement y répond à ce que Voltaire a pu dire à mademoiselle Clairon de son jeu, qui malheureusement n'est pas assez. J'espérais qu'il y avait peut-être un peu plus de détails sur les conseils qu'il voulait bien lui donner. Oui, mais les détails Marmontel les donne. Ah, c'est alors. excellent. C'est excellent. Alors, lisez-nous ça. Il y avait longtemps que sur la manière de déclamer les vers tragiques, j'étais en dispute réglée avec mademoiselle Clairon. Je trouvais dans son jeu trop d'éclat, trop de fougue, Ça y est. pas assez de souplesse et de variété, et surtout une force qui, n'étant pas modérée, tenait plus de l'emportement que de la sensibilité. Voilà, elle était emphatique. Nous l'avions bien dit à la première lettre de Voltaire. Oui, oui. C'est ce qu'avec ménagement, je tâchais de lui faire entendre. Avec ménagement, oui. Vous avez, lui disais-je, tous les moyens d'exceller dans votre art. Et toute grande actrice que vous êtes, il vous serait facile encore de vous élever au-dessus de vous-même. Vous voyez ce que je En vous les- disais, il faut dire c'est parfait, mais on va améliorer. Oui, oui. Et toute grande actrice que vous êtes, il vous serait facile encore de vous élever au-dessus de vous-même en les ménageant davantage, ces Un petit moyens. peu plus large, parce que là, tout de même, vous donnez des explications techniques qui sont extrêmement intéressantes et qu'il faut que nous suivions. Alors, il ne faut pas aller trop vite. Vous avez, lui disais-je, tous les Vous moyens avez, lui d'exceller. disais-je, tous les moyens. Alors là, tout de même, je veux quelque chose de plus marqué, de plus accentué, et qui me permette vraiment à l'auditeur, que ce soit celui de la radio, que ce soit celui des personnes à qui quelqu'un de la famille veut bien lire une belle page, de bien suivre la démonstration et de bien suivre là les conseils qu'il donne, qui sont des conseils techniques et de métier. Oui, madame. Vous avez, lui disais-je, tous les moyens Bien. d'exceller dans votre art. Et toute grande actrice que vous êtes, il vous serait facile encore de vous élever au-dessus de vous-même, Bien. en les ménageant davantage, Bien. ces moyens que vous prodiguez. Vous m'opposez vos succès éclatants et ceux que vous m'avez valus. Vous m'opposez l'opinion et les suffrages de vos amis. Vous m'opposez l'autorité de Monsieur de Voltaire, Très bien. qui lui-même récite ses vers avec emphase, Ah. et qui prétend que les vers tragiques veulent dans la déclamation la même pompe que dans le style. Et moi, je n'ai à vous opposer qu'un sentiment irrésistible qui me dit que la déclamation, comme le style, peut être noble, majestueuse, tragique, avec simplicité. C'est merveilleux. Que l'expression, pour être vive et profondément pénétrante, veut des gradations, des nuances, des traits imprévus et soudains, Il n'y a plus rien à dire. qu'elle Moi, ne voyez-vous, peut il fait la avoir leçon. lorsqu'elle est tendue et forcée. Elle me disait quelquefois avec impatience que je ne la laisserais pas tranquille, qu'elle n'eût pris le ton familier et comique dans la tragédie. Mais non, mademoiselle, lui disais-je, vous ne l'aurez jamais. La nature vous l'a défendu. Vous ne l'avez pas même au moment où vous me parlez. Le son de votre voix, l'air de votre visage, votre prononciation, vos gestes, vos attitudes sont naturellement nobles. Osez seulement vous fier à ce noble naturel. J'ose vous garantir que vous en serez plus tragique. C'est admirable, c'est admirable. Ben, j'ai pas besoin de donner de leçons aujourd'hui, il n'y a qu'à lire. La page de Marmontel suffit, c'est admirable. Vous l'avez bien lu, vous l'avez très bien lu. Nous en avons encore un peu, j'espère. Oui, Bien, madame. continuez. On ne s'en lancerait pas. D'autres conseils que les miens prévalurent
Et là, de me rendre inutilement importun, j'avais cédé. Lorsque je vis l'actrice revenir tout à coup d'elle-même à mon sentiment. Elle venait jouer Roxane au Petit Théâtre de Versailles. J'allais la voir à sa toilette, et pour la première fois, je la trouvais habillée en sultane, sans panier, les bras demi-nus, et dans la vérité du costume oriental. Je lui en fis mon compliment. « Vous allez, me dit-elle, être content de moi. Je viens de faire un voyage à Bordeaux, je n'y ai trouvé qu'une très petite salle. Il a fallu m'en accommoder. Il m'est venu dans la pensée d'y réduire mon jeu et d'y faire l'essai de cette déclamation simple que vous m'avez tant demandé. Elle y a eu le plus grand succès. Je vais en essayer encore ici sur ce petit théâtre. Allez m'entendre, si elle réussit de même, adieu l'ancienne déclamation. » L'événement passa son attente et la mienne. Ce ne fut plus l'actrice, ce fut Roxane elle-même que l'on crut voir et entendre. L'étonnement, l'illusion, le ravissement fut extrême. On se demandait « Où sommes-nous » On n'avait jamais rien entendu de pareil. Je la revis après le spectacle. Je voulus lui parler du succès qu'elle venait d'avoir. « Mais ne voyez-vous pas, me dit-elle, qu'il me ruine ? Il faut dans tous mes rôles que le costume soit observé. La vérité de la déclamation tient à celle du vêtement. Toute ma riche garde-robe de théâtre est dès ce moment réformée. J'y perds pour 10 000 écus d'habits. Mais le sacrifice en est fait. Vous me verrez ici dans 8 jours jouer Électre au naturel, comme je viens de jouer Roxane. » C'était l'Électre de Crébillon. Au lieu du panier ridicule et de l'ample robe de deuil qu'on lui avait vu dans ce rôle, elle y parut en simple habit d'esclave, échevelée, et les bras chargés de longues chaînes. Elle y fut admirable. Et quelque temps après, elle fut plus sublime encore dans l'Électre de Voltaire. Ce rôle que Voltaire lui avait fait déclamer avec une lamentation continuelle et monotone, parlait plus naturellement, acquis une beauté inconnue à lui-même. Puisqu'en le lui entendant jouer sur son théâtre de Ferney, où elle l'alla voir, il s'écria, baigné de larmes et transporté d'admiration, « Ce n'est pas moi qui ai fait cela, c'est elle, elle a créé son rôle. » Et en effet, par les nuances infinies qu'elle y avait mises, par l'expression qu'elle donnait aux passions dont ce rôle est rempli, c'était peut-être celui de tous où elle était la plus étonnante. Paris, comme Versailles, reconnut dans ces changements le véritable accent tragique et le nouveau degré de vraisemblance que donnait à l'action théâtrale le costume bien observé. Ainsi, dès lors, tous les acteurs furent forcés d'abandonner ces tonnelets, ces gants à franges, ces perruques volumineuses, ces chapeaux à plumets et tout cet attirail fantasque qui depuis si longtemps choquait la vue des gens de goût. Lequin lui-même suivit l'exemple de mademoiselle Clairon, et dès ce moment-là, leurs talents perfectionnés furent en émulation et dignes rivaux l'un de l'autre. C'est parfait, vous l'avez très bien lu. Mais quelle leçon, je n'ai rien à ajouter à ça. Hein. Vraiment, c'est admirable, comme il connaît le théâtre. Ce qui est très intéressant, voyez-vous, c'est que quand il dit que Voltaire l'a poussé vers l'emphase, parce que j'ai remarqué, moi, dans ma longue carrière théâtrale, que très souvent, l'auteur se trompe. De même dans les indications de scène des auteurs. Je disais toujours à mes comédiens, ne tenez aucun compte des indications de scène des auteurs. Et alors quand je suis devenue auteur moi-même et que je le lisais, on s'étonnait que je persiste dans... C'est qu'au moment où on écrit, on a en effet une vue, mais cette vue n'est pas toujours applicable au théâtre. Et je crois que très souvent, surtout dans les auteurs qui font des pièces lyriques, le goût du vers, le rythme les entraîne à donner des indications fausses. Moi, je l'ai vu, par exemple, j'en ai eu un exemple avec M. Edmond Rostand, qui était un lecteur admirable, qui lisait ses pièces d'une façon absolument admirable, mais comme un poète. Et à la minute où nous étions sur le théâtre, il avait une tendance à exiger de nous, à nous demander des interprétations qui étaient des interprétations plus lyriques que dramatique. Or, il faut toujours, malgré tout, vous voyez, Marmontel le dit, on ne saurait trop le dire, il faut tout de même accommoder la diction à ce qu'est l'art du comédien. Et si on se laisse aller à une interprétation qui est purement lyrique, on tombe dans l'emphase. Il est donc bien probable, en effet, que mademoiselle Clairon a commencé par une carrière qui a dû être peut-être altérée par le goût qu'avait Voltaire d'entendre dire ses vers comme un poète aime qu'on dise ses vers, c'est-à-dire d'une façon purement lyrique.
Mais Marmontel est arrivé, évidemment, à point pour la rétablir dans ce qui était la vérité. Oui. Et tout ce qu'il dit alors sur la vérité du costume entraînant la vérité de la diction, et sur l'accident qui fait que devant une petite salle, elle a été entraînée à jouer d'une façon plus simple, est extraordinairement intéressante. On ne peut pas dire mieux, on ne peut pas mieux définir ce qu'est la façon de jouer, et qui ne le fait, et sont des conseils que nous avons les uns et les autres toute raison de méditer. Vous avez très bien choisi votre texte, et vous l'avez très bien lu. Je n'ai absolument rien à vous dire, sinon merci. Merci, madame. La radiodiffusion française vous a présenté une émission de Madame Simone, L'art du comédien, propos et pratique. Cette nouvelle série, spécialement consacrée à la lecture à haute voix, vous a permis d'entendre aujourd'hui Claude Morand, qui a dit 2 lettres de Voltaire à Mademoiselle Clairon et 1 page de Marmontel. Mise en onde, Georges Godbert. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 8 avril 1958.